L'histoire cachée des Indiens dans les Antilles. L'engagisme qu'on ne vous a jamais raconté. Chapitre oublié de nos îles. Si tu vis en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Trinidad, en Jamaïque ou dans n'importe quel coin de la Caraïbe, tu as forcément croisé un temple hindou, un nom de famille indien, une musique chune soca, un restaurant où les odeurs de curry se mélangent au colombo ou même des familles indo-caribéennes profondément ancrées dans la culture locale. Mais la vraie question, c'est comment des Indiens, vivant à plus de 14 000 km d'ici, ont-ils fini par devenir une pièce essentielle de notre histoire? Et surtout, pourquoi ce chapitre est-il encore si peu connu dans les Antilles françaises? Ce que tu vas découvrir aujourd'hui est l'un des épisodes les plus douloureux, injustes et importants de notre histoire post-esclavagiste. Une histoire que beaucoup ont voulu laisser dans l'ombre, car elle dérange. Elle questionne, elle révèle des vérités qu'on n'enseigne pas à l'école. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer 1. Pourquoi les colons se sont tournés vers l'Inde juste après l'abolition de l'esclavage. 2. Comment des milliers d'Indiens ont traversé l'océan dans des conditions terribles pour venir travailler dans nos plantations. 3. Pourquoi Trinidad est devenue la capitale indo-caribéenne. 4. Pourquoi la présence indienne est beaucoup plus discrète en Martinique, Guadeloupe ou Jamaïque. Et 5. Surtout, comment cette migration a changé l'économie, la culture et même la politique de la région. Mais reste bien avec moi jusqu'à la fin parce qu'il y a une vérité que personne n'explique. Comment l'engagisme indien a façonné nos économies modernes et comment ce passé influence encore nos opportunités d'aujourd'hui. En tant que Caribéen né en Guadeloupe, je te le dis, cette histoire, c'est aussi notre identité. Nos îles ne se comprennent pas si on ignore la contribution de ceux qui, après l'abolition, ont eux aussi vécu l'exploitation, la dureté, le déracinement. Et avant de commencer, si tu veux que j'approfondisse d'autres chapitres cachés de l'histoire caribéenne, écris simplement en commentaire « Je veux la suite de l'histoire ». Ça m'aidera à savoir si je continue à créer ce type de contenu pour nous, les enfants de la Caraïbe. Maintenant, place à la vérité. Dans cette partie 1, de 1853 à 1917, quand l'Inde rencontre les Antilles. Nous sommes juste après l'abolition de l'esclavage, 1833 pour l'Empire britannique, 1848 pour la France. Les plantations s'effondrent, la main-d'œuvre servile n'est plus, les colons paniquent, ils doivent trouver une nouvelle force de travail à bas coût. C'est à ce moment précis que naît l'engagisme. Une forme déguisée d'exploitation présentée comme un contrat libre, mais qui dans la réalité comprenait presque toutes les brutalités de l'esclavage. Entre 1845 et 1917, plus de 500 000 Indiens quittent l'Inde pour les colonies. Guadeloupe, Martinique, Guyane, Trinidad, Jamaïque, Suriname, Fidji, Maurice, La Réunion. Dans les Antilles françaises, Martinique, les premiers engagés débarquent en décembre 1853. Ils arrivent épuisés après plus de 100 jours de mer. Certains meurent avant même d'avoir mis le pied à terre. Guadeloupe, les premiers navires, l'Aurélie, arrivent en mai 1854. Ce bateau deviendra tristement célèbre pour le taux de mortalité élevé pendant le voyage. Guyane britannique et Suriname. Des milliers d'engagés y sont envoyés, faisant du Suriname l'un des pays les plus indo-caribéens du monde. Trinidad et Tobago, 1845, le Fatel Razak débarque, les premiers engagés. Trinidad va devenir la mère patrie de la diaspora indo-caribéenne. Jamaïque, 36 000 Indiens migrent jusqu'en 1917, mais leur trace culturelle sera plus discrète. Les conditions étaient terribles. Travail 12 heures par jour, sous un soleil écrasant, logement insalubre, salaire misérable, obligations strictes, punitions sévères, déracinement total. L'engagisme n'était pas une opportunité, c'était une servitude. Et pourtant, ceux qui ont survécu vont transformer la Caraïbe d'une manière que personne n'avait prévue. Dans la prochaine partie, tu vas comprendre comment une communauté arrivée dans la souffrance a fini par prendre une place centrale dans la culture, l'économie et même la politique caribéenne. Dans cette partie 2, Trinidad, le cœur indo-caribéen et l'ascension d'une communauté discrète devenue incontournable. Si la migration indienne a touché toute la Caraïbe, c'est à Trinidad et Tobago que son impact a été le plus spectaculaire. Dès l'arrivée du Fatel Razak en 1845, le destin démographique, culturel et politique de l'archipel change pour toujours. Pourquoi Trinidad? Parce que l'île le plus vaste et plus développée que la Barbade ou la Jamaïque. À cette époque, possédait des plantations qui dépendaient totalement de la main-d'œuvre importée et parce que les colons britanniques, dépassés par la chute brutale du système esclavagiste, avaient désespérément besoin d'une main-d'œuvre disciplinée, constante et surtout bon marché. Une implantation massive et structurée. En 1945 et 1917, plus de 147 000 Indiens débarquent à Trinidad et Tobago. C'est énorme, à tel point qu'aujourd'hui, environ 42% de la population trinidadienne est d'origine indienne. Les Indo-Trinidadiens s'installent majoritairement dans les plaines fertiles du centre de Trinidad. Chaguana, Couva, Queenstown, San Fernando, là où les terres agricoles nourrissaient les plantations et où les villages indiens deviendront des pôles culturels et économiques majeurs. 2. La culture
culture indienne s'enracine profondément. Ce qui frappe à Trinidad, c'est à quel point la présence indienne n'est pas discrète, mais centrale. Les temples hindous, on en voit partout. Le plus célèbre, temple Indus, construit par Siudas Chaddu, un homme qui a défié le gouvernement colonial pour bâtir un temple sur la mer, un symbole de résistance spirituelle. Les mosquées, les indo-musulmans représentent environ 5% de la population. Ils ont apporté une tradition religieuse forte et structurée. Les fêtes devenues nationales, Diwali, Holi, Hajj, Indian Arrival Day, à Trinidad, ces fêtes sont fériées. Elles ne sont pas communautaires, elles sont nationales. C'est dire le poids culturel de la diaspora. La naissance du Chutney Soca, un mélange explosif, rythme indien, percussion africaine, énergie caribéenne, c'est l'un des meilleurs symboles de la fusion culturelle indo-afro-caribéenne. 3. Une montée en puissance économique et politique. Au début, les Indo-Trinidadiens travaillaient dans les champs, mais en quelques générations, ils deviennent médecins, commerçants, enseignants, entrepreneurs, responsables politiques. Ce n'est pas un hasard si Trinidad a eu plusieurs premiers ministres d'origine indienne. Pasdeo Panday, Kamla, Persad Bissisa. Et en janvier 2025, la présidente Christine Karla Pangaloo reçoit le Pravasi Bharatiya Samman Award, la plus haute distinction de l'État indien pour la diaspora mondiale. C'est historique et c'est la reconnaissance mondiale d'une communauté qui est devenue un pilier central dans la nation trinidadienne. 4. Pourquoi Trinidad est un cas unique dans la Caraïbe? Parce qu'ici, contrairement aux Antilles françaises ou à la Jamaïque, la population indienne n'a jamais été marginalisée. Elle n'a jamais disparu, elle n'a jamais été absorbée ou rendue invisible. Au contraire, elle s'est affirmée, elle a résisté, elle a prospéré. Et ce modèle va influencer toute la Caraïbe, même là où la diaspora indienne est plus petite. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir pourquoi la présence indienne a été plus discrète en Guadeloupe, Martinique ou Jamaïque. Et comment cette histoire a continué à façonner nos sociétés jusqu'à aujourd'hui. Dans la partie 3, pourquoi les Indo-Caribéens sont restés visibles à Trinidad, mais presque invisibles dans les Antilles françaises. À ce stade de l'histoire, une question revient toujours. Pourquoi Trinidad, les Indo-Caribéens représentent 42% de la population, alors qu'en Guadeloupe, Martinique, Jamaïque, on ne parle presque jamais d'eux? La réponse est complexe. Elle touche à la démographie, à la politique, à la culture et surtout au système colonial lui-même. Dans les Antilles françaises, une assimilation voulue et organisée. En Guadeloupe et en Martinique, les Indiens ne sont pas venus en masse comme à Trinidad. On parle de 45 844 engagés indiens introduits entre 1853 et 1883. Puis, les arrivées s'arrêtent brutalement. Pourquoi? Parce que la France, contrairement à l'Angleterre, ne voulait pas d'un pays multiculturel. Elle voulait de sujets francisés. Résultat, politique d'assimilation, les Indiens étaient poussés à changer leur nom, se convertir, se marier hors de leur communauté, abandonner les langues et traditions indiennes. Dans certains cas, les autorités décourageaient les fêtes, les rituels ou même la construction de temples. Une population numériquement faible, quelques milliers d'Indiens sur des populations déjà majoritairement afrodescendantes, naturel qu'ils se fondent dans le groupe dominant. Mélange social rapide, mariage mixte, plus pression assimilatrice égale disparition rapide des traits culturels visibles. En Jamaïque, une autre dynamique. La Jamaïque a accueilli environ 36 000 Indiens. Mais contrairement à Trinidad, la population afro-jamaïcaine était massive. L'État n'a pas encouragé la préservation des cultures. Beaucoup d'Indiens sont repartis en Inde après leur contre-résultat. Communauté existante, mais numériquement faible et culturellement discrète. On estime aujourd'hui les Indo-Jamaïcains à seulement 1,5% de la population. En 3, pourquoi Trinidad est resté un bastion indo-caribéen à l'inverse des Antilles françaises? Les arrivées ont duré beaucoup plus longtemps à Trinidad. Ils ont continué d'importer de la main-d'œuvre indienne jusqu'en 1917, soit presque 40 ans de plus que la France. L'Empire britannique n'était pas assimilationniste comme la France. Il préférait gérer des communautés séparées. Ainsi, les Indo-Trinidadiens ont conservé leur langue, leur mariage endogame, leur temple, leurs fêtes, leur structure communautaire. Donc, le poids numérique a fait le reste. Quand tu représentes déjà 40% d'un pays, tu n'es pas une minorité silencieuse. Tu deviens un pilier de la nation. En 4, ce que ça signifie pour nous. Antillais, aujourd'hui, que l'organisme indien n'est pas une petite parenthèse. C'est un fragment essentiel de notre identité, même si plus discret. En Guadeloupe, en Martinique, tu rencontres des personnes avec des noms indiens, des traditions culinaires mélangées, des ancêtres venus de Pondichéry, Bia, Utah, Padesh, mais sans le savoir et comprendre ses racines. C'est comprendre comment la Caraïbe s'est construite. Dans la douleur, dans la diversité, mais aussi dans la résilience. Dans la conclusion, tu vas voir comment cette migration a transformé notre culture moderne et comment elle nous enseigne quelque chose de très important sur l'identité caribéenne. En conclusion, une histoire de douleur, de courage et une fierté caribéenne. Quand on regarde l'histoire de l'engagisme indien dans la Caraïbe, on réalise quelque chose d'essentiel. Nos îles ne sont pas des mosaïques fragiles, mais des forces bâties
dans le choc des mondes. Africains, Indiens, Européens, Amérindiens, Chinois, Levantins. La Caraïbe est le seul endroit au monde où autant de peuples ont été arrachés à leurs terres, forcés de coexister douloureusement, au prix de sacrifices immenses, mais aussi au prix d'une créativité, d'une culture et d'une résilience extraordinaire. L'arrivée des Indiens dans nos îles après l'abolition n'est pas un simple chapitre annexe. C'est un chapitre fondateur, un chapitre qui raconte la dureté des voyages, la violence de l'engalisme, la fusion des cultures, la naissance des familles métissées, l'émergence de nouvelles identités, l'évolution économique et sociale de nos territoires, ceux qui ont débarqué à Fort-de-France en 1853 à Pointe-à-Pitre, en 1854 à Old Harbour Bay en Jamaïque ou Port of Spain avec le Fatel Razak n'étaient pas des colons ni des conquérants, c'étaient des survivants, des gens déracinés, brisés, mais déterminés à reconstruire une vie parfois à plus de 10 000 km de chez eux. Et cette détermination, elle s'est transmise et elle est encore là, dans les visages, dans les noms des familles, dans les plats, dans la musique, dans les fêtes, dans les quartiers, dans l'économie. Elle est là, même quand on n'en parle pas. Aujourd'hui, comprendre cette histoire, c'est comprendre quelque chose de plus profond. Nos îles ne sont pas le résultat du hasard. Elles sont le résultat du courage. Celui des esclaves africains, celui des engagés indiens, celui des peuples autochtones qui ont survécu, celui des familles qui ont bâti génération après génération, malgré tout. Et si tu veux vraiment honorer cette histoire, la meilleure façon, c'est de continuer à construire, à entreprendre, à investir, à créer de la valeur ici chez nous dans la Caraïbe. Car si nos ancêtres ont surmonté l'inimaginable, nous pouvons nous aussi bâtir notre avenir. D'ailleurs, si tu veux apprendre comment investir intelligemment dans les Antilles, même en partant de zéro, et prendre ta place dans l'histoire moderne de nos territoires, je t'ai préparé un challenge immobilier complet. Le lien est juste en dessous de cette description. Tu vas pouvoir y accéder dès maintenant. Parce que comprendre d'où l'on vient, c'est la meilleure façon de savoir où l'on va. C'était Will du Mouvement Lié en Âge. Ensemble, le plus fort.